Merci Roxana. Alors c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'être ici. Je remercie Roxana qui a organisé cette journée, qui assure du coup le lien entre Classe Terminale et le groupe ESI de Montpellier. Roxana qui a fait le lien entre vous et nous au niveau de la recherche, et aussi qui a fait le lien avec l'école polytechnique universitaire qui vous accueille aujourd'hui, avec nos collègues. Alors c'est pas pour rien qu'on l'organise aussi à Polytech, parce qu'il y a une vraie volonté de s'engager dans le développement durable à Polytech. Donc on a au fond là, Jean-Louis Bantinès qui est responsable de la mission DDRS ici. Je salue aussi Raouda. Merci d'être là. Donc, et merci Roxana pour avoir assuré ce lien. Je suis aussi très heureuse d'être avec mes collègues Fabrice Philippot et Amélie Boise. Fabrice Philippot, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je suis de très près ses écrits. Amélie qui a soumis sa thèse sur le sujet. Donc je suis très heureuse en tant que responsable du groupe ESI qui a amorcé un virage en 2008 vers ce sujet qu'on appelle au sein de notre groupe éthique. Et dans les questions d'éthique, il y a évidemment ce que vous avez mentionné au début, qui est le respect de la vie privée, qu'est-ce qu'on fait, voilà, le big data, etc. Et puis, dans l'éthique, on met la question du développement durable, de la préservation de l'environnement. Parce que l'éthique est une question bien plus large qui englobe ces problématiques-là. Alors maintenant, pour donc cette conférence que je vais donner, donc je vais m'attacher aujourd'hui à interroger deux croyances qui sont liées au TIC. La première croyance, c'est celle de la substitution, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie de l'information qui arrive, on va croire qu'elle va bien se substituer, remplacer un ancien mode de communication. Par exemple, quand le téléphone est arrivé, on a cru qu'on allait arrêter de se déplacer. En 1876, le téléphone est inventé. Et en 1879, exactement le 10 mai 1879, dans un éditorial du Times, l'éditorialiste dit quoi? En substance, grâce au téléphone, il n'y aura plus de déplacement. Puisque les managers, ils ont qu'à rester dans leur bureau, s'ils veulent communiquer, ils ont qu'à... Bon, ça a été contredit complètement par les faits, ça a été aussi contredit, paraît-il, d'après, j'y étais pas, mais les premiers observateurs auraient dit que le tout premier coup de téléphone qui était donné, ça a été par Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Il a pris son téléphone et il a dit « Monsieur Watson, venez vite, j'ai besoin de vous ». Et ça a généré évidemment un trajet. Bon, on parlera de ça, de ces effets en fait de complémentarité plutôt que de substitution. On parlera aussi poser la question aussi d'une croyance ou d'un mythe qui est une croyance effrénée que la technologie va permettre de nous sauver et de régler les problèmes du développement durable. Alors ça marche pas non plus totalement à cause du fameux effet rebond qui fait que les individus ont tendance à consommer plus quand il y a des économies d'énergie. Donc je pense que vous connaissez tous l'effet rebond, mais voilà, en gros, un exemple typique, c'est la voiture. La voiture consomme trop, elle produit trop de CO2, et ben les ingénieurs vont travailler pour nous faire des voitures qui consomment moins. Est-ce qu'on va consommer moins? Est-ce qu'on va produire moins de CO2? Non, parce que l'individu va avoir tendance à se déplacer plus. Un exemple qui m'a été donné justement il y a 2 jours, que je trouve excellent, qui me semble refléter assez bien l'effet rebond et les progrès technologiques, c'est un acteur très connu français, très très connu, qui était avec un très très grand propriétaire vinicole dans la région bordelaise. Et cet excellent acteur français, qui apprécie beaucoup ce très grand propriétaire terrien, lui dit « Écoute, je t'aime tellement, là, c'est mon cœur, c'est quelqu'un de très impulsif. » Cet acteur français lui dit « Écoute, j'ai envie de t'acheter une montre, viens, on va à Genève, je vais t'acheter une montre. » « Ah bon, on va à Genève? Oui, mais ils n'avaient pas beaucoup de temps, ils avaient 4 heures. Donc il a dit « Ah bah c'est pas grave, on va prendre le jet privé. » Donc ils prennent le jet privé de ce grand propriétaire vinicole, ils vont à Genève pour acheter cette montre. Manque de bol, il ne trouve pas la montre en question, ça lui plaît pas, il fait plusieurs magasins. Puis il dit « Écoute, c'est trop bête, mais je veux vraiment t'acheter une montre. On va aller chez moi. » Donc il habite à Paris. Donc ils reprennent le jet privé, ils vont à Paris. Pourquoi chez lui? Parce qu'il avait dans son garage, dans le coffre de sa voiture, plusieurs montres Rolex. Donc il va dans sa voiture, il trouve la montre Rolex, il lui donne la montre Rolex et il retourne après en Bordeaux à jet privé. Donc évidemment, ça c'est possible uniquement grâce au progrès, et ça montre bien que la problématique c'est toujours le comportement du consommateur et non pas les progrès technologiques. Et du coup, la conclusion de cette conférence, ça sera de dire justement, mais là je vais enquêter peut-être sur ce que va dire Fabrice Philippot, mais on parle tous du même sujet, c'est qu'il n'y a pas de TIC verte, il n'y a pas de déterminisme technologique, il n'y a pas d'outils gris ou noir, blanc ou vert, jaune, il n'y a que des utilisations vertueuses. Donc il est important de travailler sur le comportement du consommateur et non pas sur la technologie. Donc ça sera
la conclusion de ma conférence. Ben voilà, j'ai terminé. Je vais vous laisser. Bon, on va regarder un petit peu tout ça dans le détail, quand même. Alors, je vais vous faire participer, d'ailleurs. Alors, d'après vous, est-ce que l'éthique annonce-t-il la fin du papier? Alors, pourquoi cette question? Parce que dans les années 80-90, les gourous de l'informatique nous ont prédit une société sans papier. C'était le zéro papier, on l'a vu circuler dans tous les magazines. Alors, d'après vous, est-ce que grâce au TIC, on consomme moins de papier? Donc là, je demande à l'assistance de lever la main. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, ils ont lu les réponses avant. Suspense. Ouais, vous avez raison. Alors, pourquoi ça? Alors, je vais vous faire grâce de toutes les données que j'ai sur la question, que vous pourrez voir dans différents articles, mais en gros, faites-moi confiance, toutes les données agrégées montrent que la consommation de papier ne cesse de s'accroître. Elle a même dépassé la croissance du PIB, et ce depuis 1991, et ça continue toujours et en permanence. C'est un secteur qui se porte très bien, le secteur du papier. Et on voit ici sur ce schéma que j'aime beaucoup que la progression de la consommation de papier est totalement en lien avec les inventions successives des TIC. Donc il n'y a pas, les TIC n'empêchent pas la consommation de papier. On voit ici les prévisions de croissance de la consommation de papier et d'emballage. On voit que le secteur se porte très bien, toujours au-dessus du PIB. Alors on pourrait penser que dans les pays où on consomme très en avance sur les TIC, comme la Finlande ou les États-Unis, on consomme moins de papier et on consommerait plus de papier là où les TIC sont moins présents. Ben non, c'est totalement faux. Vous voyez ici sur ce schéma, que j'aime aussi beaucoup, vous voyez les États-Unis sont des très grands consommateurs de papier. Et donc évidemment, c'est lié au PIB. Hein. Et vous voyez que les pays comme la Chine, l'Indonésie, l'Inde, les Philippines consomment peu de papier pour l'instant, mais c'est eux qui vont tirer toute la croissance du papier vers le haut. Donc on estime, c'est eux qui vont booster pour un tiers, et en même temps qui vont consommer encore plus de TIC, puisque le taux d'équipement pour l'instant de ces pays-là, en PC, etc., est encore assez faible. Et il y a une corrélation totale entre le taux d'équipement des outils informatiques et la consommation de papier. Puisque ce qui est, je vais peut-être un peu avancer, mais ce qui est important quand on fait des études sur ces sujets-là, surtout en écologie industrielle, c'est d'avoir une vision globale holistique. Puisque souvent, dans les recherches, on va dire oui, grâce à telle technologie d'information, on va consommer moins de papier. Alors, ce sont des conclusions partielles liées à un outil particulier, mais quand on regarde, ce qui est intéressant au niveau de la planète, c'est regarder le niveau global, c'est pas de regarder au niveau local. Dès qu'on a une approche holistique, on se rend compte qu'il n'y a pas de minimisation de la consommation de papier. Alors comment ça se fait? Pourquoi? Alors pourquoi il y a effet de complémentarité et pas substitution? Alors d'après Mokhtarian, qui s'est beaucoup intéressé aux effets de substitution et de complémentarité, bien sûr il y a des effets de substitution. Bien sûr, quand on dématérialise, je ne sais pas si à l'université Montpellier 2, on dématérialise une lettre d'information, il y a un effet de substitution. Mais ces effets-là, ils sont marginaux par rapport à toutes les possibilités d'impression qui sont accrues. Quand on a accès à des tas de dossiers sur le web, on peut accéder au livre de Fabrice Flippo, et on appuie sur une touche, on l'imprime. C'est tentant. Et puis il y a évidemment le fameux encore effet rebond. Si on était tous encore équipés avec des imprimantes à aiguille, on n'imprimerait peut-être pas autant de documents rapidement. Donc il y a aussi l'effet rebond. Un autre effet, sur une étude que j'ai faite avec des collègues ici à l'université Montpellier 2, où on a étudié les comportements d'individus, il y a l'effet gratuité, c'est-à-dire que c'était des interviews en profondeur sur 2-3 heures. Une fois que l'individu était en confiance, il nous a avoué que de nombreux individus n'hésitent absolument pas à imprimer des choses sur leur lieu de travail, voire même à récupérer quelques rames de papier sur leur lieu de travail pour l'utiliser à la maison, le donner à leurs enfants. C'est une pratique qui se fait beaucoup. Et donc là, ils impriment, on m'a expliqué, des documents entiers. Il y a aussi l'effet légalité-sécurité qu'on nous a dit aussi beaucoup dans notre étude. Même si ce n'est pas imposé par l'État, par la législation, les individus ont tendance à stocker plusieurs versions de différents papiers à différents endroits. Donc on est encore attaché à cela. Et puis il y a le gaspillage, qui est important. Il y a une étude qui est menée par Ipsos tous les 3-4 ans
pour le compte de Lexmark. C'est assez bien fait, c'est fait au niveau de toute l'Europe, sur 10 000 salariés. Un salarié, voilà les résultats qui sont assez fiables. Hein. Un salarié imprime en moyenne 31 pages par jour. Ça m'étonne toujours autant quand je le lis, mais ça étonne toujours mes étudiants aussi quand je leur dis, mais c'est les chiffres. Là, c'est un peu plus inquiétant sur le gaspillage. C'est que 7 pages par jour par salarié sont gaspillées, jetées ou laissées sur l'imprimante, et c'est en augmentation depuis 2007 au niveau européen. C'était seulement 6 pages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 53% estiment qu'il y a du gaspillage dans l'organisation, mais seulement 23% admettent y participer. Donc c'est ce que j'appelle c'est pas moi, c'est l'autre. Et ce c'est pas moi, c'est l'autre, c'est en augmentation aussi depuis 2007. Donc là, il y a aussi un manque de conscience. Donc, zéro pointé au profit du zéro papier. On est dans un effet de complémentarité et non pas dans un effet de substitution. Donc le papier, c'est pas encore pour le musée. On va plutôt mettre les iPads, les iPhones, les imprimantes aiguilles, les Mini 6. Voilà, tout ça, ça sera dans un musée. À la fin, on écrira sur du papier pour dire nos satisfactions, mais c'est pas encore pour le papier. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que c'est souhaitable aussi de supprimer le papier? Parce qu'on peut essayer de faire une comparaison, une analyse de cycle de vie entre le papier et différents outils TIC. Juste pour donner un chiffre, au-delà de 20 minutes de lecture sur le web, ce média consomme plus d'énergie qu'un journal papier. C'est pas toujours évident que le numérique soit plus écologique. Allez, je vais vous mettre à contribution encore une fois. À votre avis, entre un livre ou une liseuse, si on fait, ou un livre, ou ce que j'appelle un e-livre, quel est le plus vert? Est-ce que c'est le livre ou est-ce que c'est la liseuse? Allez, je vais prendre les noms. Qui dit le livre? Levez la main, s'il vous plaît. Qui dit la liseuse? Ça dépend du nombre de livres. Ouais, ça dépend du nombre de livres. Exactement, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça dépend, c'est bien. Donc tout le monde a raison. Mais globalement, vous allez voir que, à moins d'être un très très gros lecteur, c'est le livre. Alors, vous allez voir, j'utilise les chiffres de l'étude Carbone 4. Alors, l'émission carbone d'un livre papier, c'est 1,3 kg de CO2. Celle de la tablette Sony, 235 kg. iPad, 168, Kindle, 133. On fait la moyenne des trois, on arrive à 178. Donc, ça correspond à 137 livres, en reprenant le livre papier de 1,3 kg. Alors, si on prend maintenant les chiffres de lecture en France, selon Hachette, un lecteur français assidu moyen se situe à 4,5 ouvrages par an. Donc je ne pense pas que vous êtes des individus moyens, j'espère pas pour mes étudiants qui sont ici dans la salle. Mais à ce rythme, il faudrait 30 ans pour abortir une liseuse, si on ne lit que 4,5 livres par an. Alors maintenant, imaginons, malheureusement c'est pas tellement d'imagination, mais on va supposer, on va prendre cette hypothèse, qu'une tablette a une durée de vie de 2 ans. Aujourd'hui, c'est le cas pour les PC. Hein. Alors, si la durée de vie est de 2 ans, il faudrait, donc on divise 137 livres par 2, donc on arrive à 68 livres par an pour être écolo-responsable. Donc en gros, pour résumer, si votre enfant vous réclame une liseuse pour son anniversaire, il faut lui dire que s'il veut être responsable, s'il veut être écologique, il y a 2 possibilités. C'est soit c'est un Français moyen, alors il lit 4,5 livres par an et il s'engage à garder sa tablette pendant 30 ans, soit il la garde que 2 ans, mais il faut qu'il lise 68 livres par an. Voilà, c'est facile, non? Là, c'est les parents là dans la salle. Alors, par contre, là, je n'ai parlé que de la fabrication. Là, on n'a pas regardé la consommation énergétique liée à l'utilisation, et on n'a pas regardé la fin de vie. On verra ça plus tard. Il faut que je fasse gaffe à l'heure. Mais, d'ailleurs, tous ces calculs ne valent rien, parce qu'il y a un problème lié à la psychologie du lecteur. Je pense que vous allez me dire quel est ce problème, parce que je sais qu'il y a des lecteurs dans la salle. Vous voyez, qu'est-ce qui fausse tous ces problèmes? Il n'y a pas que... L'appréhension du papier. Là? Moi, je n'aime pas lire sur une tablette et je lis sur papier. Donc il y a le fait que le gros lecteur... Et t'aimes toucher, non? T'as pas la vue, le toucher, la bibliothèque. C'est que
les gros lecteurs, ils aiment le contact aussi avec le papier. C'est presque sensuel, il y a le toucher, tourner les pages, et puis la vue, et puis la bibliothèque, et puis on va les booster, puis on va revoir les vieux livres. Donc ça compte, et ce qui fait que les gros lecteurs pour qui ça serait écologique d'avoir une liseuse, ben malheureusement, ils vont préférer souvent le papier. Alors j'ai lu ça dans un article de Aaron Falk qui dit en plus, il a interviewé des gens qui lui ont dit, des gens qui utilisent des tablettes, qui lui ont dit que quand ils avaient bien aimé un livre, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient se l'acheter après pour le conserver. Donc là, on est complètement dans l'effet de complémentarité. Donc c'est totalement l'illusion de penser qu'on est dans la substitution. Bon, et j'ai pas trouvé d'études plus poussées que celles que j'ai lues sur Aaron Falk. C'était juste quelques individus, une vingtaine, mais ça serait intéressant de voir plus sur la question. Alors ensuite, si on regarde le cycle de vie, je vais essayer d'aller un peu rapidement, production, utilisation, fin de vie. Au niveau de la production, le livre, je vais dire globalement, c'est des ressources renouvelables si on considère le papier. Il y a d'autres ressources mais on ne va pas les prendre en compte. Concernant le e-livre, c'est des ressources épuisables, minerais précieux, coltan, lithium, etc., qui d'ailleurs, et c'est paradoxal, sont une cause majeure de déforestation. Parce que pour aller les chercher, il faut déforester. Pour aller les chercher, on déline. Au niveau de la consommation, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie. La vôtre propre pour lire un livre papier. Par contre, il faut de l'énergie électrique pour le livre. Et au niveau de la fin de vie, on en parlera un petit peu Amélie aussi sur les déchets électroniques. Les déchets électroniques, pour l'instant, sont très peu recyclés, sont hautement polluants. On ne sait pas traiter ça. En tout cas, on ne le fait pas de façon responsable. On le sait un peu mieux pour le livre, pour le papier. Mais pour relativiser le débat, l'utilisation principale du papier n'est pas liée au livre, mais c'est lié aux emballages. Et là, la substitution, elle est totale. Si vous regardez ici, le papier, pour l'impression et l'édition, c'est uniquement un tiers du bois, on va dire, est utilisé pour le papier, et 50% pour les emballages. Pour les emballages, et souvent des emballages dont on pourrait largement se passer. L'ADEME nous dit que les emballages sont recyclés à 60%. Certes, on peut faire mieux en supprimant à la base, tout simplement. Il y a des magasins biologiques en France où il n'y a pas du tout d'emballage. Il y a carrément un supermarché qui a ouvert aux États-Unis en 2011 où il n'y a pas du tout d'emballage. Ah oui, ça, tu vois. C'est un petit interlude. Alors ça doit être là. Emma. Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large. Alors, deuxième question, est-ce que l'éthique annonce la fin des déplacements ? Alors, est-ce que grâce au TIC, on se déplace moins ? Allez, dire la question. Alors, qui dit oui ? Qui dit non ? 2 points. Bravo, c'est non. Alors, bon, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, on observe, exactement comme pour le papier, que le transport de personnes augmente absolument au même rythme que les télécommunications. En réalité, à chaque fois qu'il y a communication, qu'il y a visioconférence, qu'il y a audioconférence, etc., tout ça, ça encourage les déplacements. Donc on observe, toutes les études montrent que, surtout les études en écologie industrielle, qu'il y a plus il y a de communication, plus il y a de déplacement. Donc ça, je l'ai emprunté d'ailleurs à ton livre. Donc il y a un schéma que j'aime beaucoup, où on voit que plus il y a de flux de communication, plus il y a de flux de transport. Tu vas parler du télétravail. Donc ça, c'est aussi le cas emblématique du télétravail qui a été beaucoup étudié par Fabrice Philippot. Ces livres sont une source d'information absolument sublime que je vous recommande de lire.
Et donc on pourrait croire que le télétravail, puisque c'est encouragé par nos politiciens, il faut aller vers le télétravail. Bon, c'est pas absolument prouvé que ça soit si écologique que ça. Ça ne l'est que si le télétravailleur ne possède pas de bureau attitré dans l'organisation, d'un point de vue économique et écologique. Et d'ailleurs, Fabrice cite des cas d'études. Bonjour. C'est rentré. Donc Fabrice cite des cas d'études où même le télétravail conduit à plus de pollution. C'est le cas d'individus qui décident, tiens, je travaille à Paris, je deviens télétravailleur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais habiter en province et je vais m'acheter un pavillon que je n'aurais jamais pu m'acheter à Paris. Et donc du coup, même si je vais qu'une seule fois au travail, mais je vais consommer beaucoup plus. Donc ici, on est dans un effet de complémentarité plutôt que de substitution. Et on va regarder les raisons de cela. Donc pourquoi il n'y a pas de substitution mais plutôt complémentarité? Donc là j'utilise en partie des données données par Mokhtaryan. Donc il y a déjà l'effet neutre. C'est-à-dire que sans les télécommunications, l'activité n'aurait tout simplement jamais eu lieu. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Des exemples très précis, ça concerne en plus des personnes dans la salle. Un étudiant qui est inscrit dans une université à distance ne se serait peut-être jamais inscrit dans une université à distance. Il n'y a pas de remplacement. Notre caméraman là-bas, Marco Alba, il est inscrit dans 3 universités états-uniennes en même temps. Évidemment qu'il ne se serait jamais déplacé dans ces universités. Donc c'est en plus. Deuxième exemple, Pierre Loup, qui est ici. Une personne qui fait une visioconférence, elle ne se serait peut-être pas déplacée. Donc la visioconférence ne vient pas en plus. Pierre Loup qui est ici, normalement devrait être à Paris, il n'y est pas, et de toute façon il ne serait pas allé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une visioconférence. Donc c'est un effet neutre. Troisième effet, s'il y a quelqu'un ici qui s'ennuie dans la salle, qui est derrière son écran d'ordinateur, on ne sait pas trop ce qu'il fait, ça se trouve il s'ennuie terriblement, et il est en train de surfer sur le web, il va trouver la super paire de chaussures à 15 € au lieu de 115 € dont il a toujours rêvé. En un clic, il achète cette paire de chaussures. Ça s'appelle un achat spontané sur le web. Est-ce que cette personne se serait déplacée dans un magasin pour acheter cette paire de chaussures? Non. Donc c'est un effet neutre, puisque sans les télécommunications, l'activité n'aurait jamais eu lieu. Donc c'est une des raisons pour lesquelles donc il n'y a pas de remplacement par le transport. Les deuxièmes effets, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux effets de complémentarité. Un mode conduit à accroître un autre. Le téléphone arrive, non, le téléphone ne va pas remplacer le face-à-face, le téléphone vient en plus. Donc l'histoire de Graham Bell qui dit « Monsieur Watson, venez vite ». C'est la même chose avec les téléphones portables. On sait aujourd'hui, les études sur les téléphones portables le montrent, que la principale utilisation, c'est je planifie des rendez-vous. Et puis on les modifie. Et puis voilà, et on passe toute la soirée à « T'es où? Je suis là. Et non, t'es pas là. Viens, on va à telle soirée. On se fait chier. Viens, on va à l'autre. » Donc voilà, tout ça c'est en plus du déplacement et ça génère du déplacement. Donc ça ne remplace pas, c'est en plus. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le télétravail, les études holistiques qui ne vont pas regarder des effets à très court terme, des études qui s'intéressent à long terme, vont se rendre compte que de toute façon l'individu a besoin d'interaction sociale, que s'il ne se déplace pas pour aller sur son lieu de travail, il aura besoin de se déplacer pour rencontrer ses pairs, et il va les rencontrer autrement. Donc il va peut-être aller plus faire les courses, il va peut-être plus aller rencontrer sa famille, il va peut-être plus aller en voyage. Le télétravailleur ne va pas se déplacer moins, il va se déplacer pour d'autres raisons. Donc effectivement, voilà, c'est là tout le problème de la façon dont on mène les recherches. Si on mène les recherches sur une technologie de façon réduite, précise, à court terme, on peut trouver des effets de substitution, et dès qu'on regarde de façon globale, la seule façon pour la planète de faire des études, on voit bien qu'il n'y a pas d'effet de substitution. Il y a aussi une des raisons, donc c'est en système d'information, on s'intéresse à la théorie de la richesse des médias. Évidemment, certaines technologies ne pourront jamais remplacer le face-à-face. On sait que 80% de la communication est non-verbale. Quand on sait qu'un mensonge est décrypté à 83% par le non-verbal et seulement à 87% par le non-verbal, 13% par les mots. Donc on imagine une négociation internationale aurait du mal à se faire par audio, par visio, je veux dire le face-à-face a encore de beaux jours devant lui. Et alors ça c'est... Voilà, pour une raison que je ne m'explique pas, je vous donne un exemple très précis. Nous avons eu notre congrès de l'AIM qui s'est déroulé à La Réunion. C'était loin, ça coûtait cher.
Et bizarrement, il y a eu 3 fois plus de conférenciers que quand cette conférence s'est déroulée à Cergy-Pontoise. Alors que c'était plus écologique, ça coûtait moins cher. Je ne sais pas pourquoi. Bizarrement aussi, vous connaissez peut-être des médecins prescripteurs de médicaments qui vont régulièrement faire des congrès payés par l'industrie pharmaceutique, aux Maldives, à Honolulu, je ne sais pas pourquoi. Mais bizarrement, ça marche mieux que si le même congrès organisé à Roubaix. Donc là, il faut s'en remettre à la psychologie du conférencier migrateur. Là, je vous renvoie aux écrits de David Lodge, qui a théorisé de façon romantique sur la question. C'est Edgar Morin qui dit que pour étudier un phénomène complexe, rien ne vaut un roman. Et David Lodge, c'est quelqu'un qu'il faut connaître quand on est académique. Bon, il faut que j'avance. L'éthique annonce-t-il la fin de la matière? Donc on a vu le papier, on a vu les déplacements, on va voir la matière. Allez, je vous mets encore une fois contribution, il y en a qui n'ont pas le droit de répondre. Quel est le point commun entre... Vous reconnaissez ça? Ce que c'est? Ouais. Normalement, ce n'est pas les plus jeunes qui reconnaissent. C'est un avatar sur Second Life. Et mes étudiants me disent maintenant que Second Life, c'est ringard. C'est de l'espoir, c'est ringard. Donc, un avatar sur Second Life, un vrai Brésilien en chair et en os, et 2 Camerounaises. Quel est leur point commun? Alors ceux qui savent n'osent pas parler, donc on peut rester longtemps. Quelqu'un a une idée? Isa, tu sais toi? Oui, forcément. J'aurais déjà parlé de tout ça au groupe de recherche. Ils sont là quand même, c'est sympa. Alors, le point commun, c'est qu'ils ont... Antoine, vas-y, dis-le, toi, à l'honneur. La même consommation d'énergie. Ouais, bravo. Ils ont effectivement la même empreinte. Un avatar sur Second Life consomme autant qu'un vrai Brésilien que 2 vrais Camerounais. C'est un calcul qui a été effectué par l'essayiste Nicolas Carr. Donc, quand on parle, ça pose des questions de ces mots qu'on utilise dans le langage numérique. Le virtuel, le nuage, la dématérialisation, le cloud, la société de l'immatériel. On va regarder tous ces mots-là d'un peu plus près. Ce qu'on appelle, on pourrait appeler la novlangue du numérique. Vous connaissez la novlangue qui était utilisée dans le roman 1984. Alors déjà, on va regarder le mot dématérialisation. Dématérialisation. Ça veut dire on sort de la matière, le dé, on sort. Est-ce qu'il y a vraiment sorti de la matière? Alors quand on pense à dématérialisation, l'exemple le plus qu'on va prendre le plus couramment, ça va être la facture dématérialisée. Alors est-ce que la facture dématérialisée, est-ce qu'il n'y a plus de matière? En fait, la facture, au lieu d'être sur forme papier, il va y avoir un écran pour faire cette facture, il va y avoir des centres de données, il va y avoir des fils, il va y avoir une souris, il va y avoir tout un tas de matières, d'autres matières. En plus, cette facture va être conservée par l'État, elle va être conservée certainement par l'individu. L'individu, s'il est un peu peureux, il va la garder sous sa clé USB, il va la garder son disque dur, peut-être sur un disque dur externe. Est-ce qu'il y a dématérialisation? Est-ce qu'il y a sorti de la matière? Non. On va matérialiser autrement, on va peut-être rematérialiser, matérialiser autrement, voire multimatérialiser, parce qu'on multiplie les types de matières, qui sont des ressources. Donc dématérialisation, le mot n'est pas forcément si approprié que ça. Alors le nuage maintenant, le cloud. Alors là c'est aussi intéressant, la sémantique utilisée, parce que le cloud, on va penser, c'est vaporescent, c'est les nuages, ça plane, au niveau de l'imaginaire collectif. Qu'est-ce que c'est dans la réalité? Vous avez qu'à prendre un avion, un hélicoptère, un ULM, ou monter sur le mont Everest. Je sais qu'il y en a qui aiment la grimpe ici. Vous trouverez les nuages, mais dans les nuages là-haut, si vous croyez que vous allez trouver vos données, c'est pas tout à fait sûr. Par contre, si vous avez une bonne paire de jumelles, vous allez peut-être voir des fermes de données, parce que les fermes de données, on peut les voir d'en haut parce qu'elles prennent beaucoup de place. Les plus grandes fermes de données consomment autant en électricité qu'une ville de 250 000 habitants, ce qui est l'équivalent de la ville de Nantes. Donc de là-haut, peut-être, vous pourrez voir
vos données, parce que vos données, elles ne sont pas là-haut, elles sont bien terre à terre. Elles sont sur le sol, elles sont bien protégées dans des fermes de données qui consomment. Et d'ailleurs, même, on pourrait dire, c'est Greenpeace est toujours en train d'embêter ces organisations qui font du cloud computing. Et Greenpeace a un peu embêté Apple, qui, pour faire vivre ces fermes de données, utilise ce qu'il appelle l'énergie noire, c'est-à-dire le charbon à 55%. Apple utilise du charbon, donc le nuage est noir. Donc pour vous y trouver vos données, là il faudrait une bonne pluie pour nettoyer ce cloud. Il y a de quoi faire. Alors après le virtuel. Est-ce que, donc pareil, le virtuel, reprenons cet exemple de cet avatar. Quand nous étions enfants, à part pour les plus jeunes d'ici, on avait un avatar dans notre tête. On avait des amis qu'on faisait vivre, avec qui on pouvait jouer. L'imaginaire, aujourd'hui, on peut leur donner vie, comme cet avatar sur Second Life. Et donc il prend vie et il devient matérialisé. Et pour l'immatériel, j'aime bien cette photo, que je trouve assez forte, pour tout un tas de raisons. Alors, est-ce que ça, c'est une rivière, on va dire, dans un pays du Sud? Alors, imaginez, vous connaissez le film Hibernatus? Les plus jeunes, peut-être pas. C'est un film avec plus de finesse. C'est une personne qui a été congelée au pôle Nord, et puis elle se réveille, 100 ans après, on la décongèle. Et puis elle se retrouve à regarder la télévision, elle voit des choses, qu'est-ce que c'est que ça? Donc imaginez qu'Hibernatus se réveille au bout de 100 ans, en 2014, voit ça, et vous avez vu de finesse en face, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est une rivière. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est la société de l'immatériel. Ça, c'est le virtuel. Il va falloir beaucoup de conviction. Toute la force de conviction de Louis de Funès pour faire croire à notre Hibernatus qu'on est arrivé dans la société de l'immatériel. Et je vous raconte une histoire à ce propos, parce que je pense que dans toutes mes pérégrinations, il y a une seule personne, je pense, qui a vraiment compris toute la subtilité de ce mot immatériel. C'était une personne, un douanier, en Inde, c'était en 2008, dans un port en Inde, à Chennai plus précisément, en pleine nuit, une nuit où même la lune n'osait pas sortir, et on voyait arriver un cargo au loin, et ce cargo est arrivé au port de Chennai, en toute illégalité, chargé d'ordinateurs, d'un pays lointain, un pays assez petit, il faut croire, parce qu'il y a la place quand même pour stocker les ordinateurs neufs, mais après il n'y a pas la place pour stocker les déchets. Alors on est obligé de les mettre dans des bateaux, et puis ça part en Inde, en Chine. Et donc il y a ce bateau qui arrive, et notre douanier qui est là, et normalement il n'a pas le droit de faire passer ce bateau, parce que c'est illégal. C'est illégal parce qu'il y a une convention qui interdit ces mouvements-là, ça s'appelle la Convention de Bâle. Bon, il y a des pays qui n'ont pas signé. Par exemple, les USA, ils n'ont pas signé cette convention. Mais il y a des pays qui l'ont signé et qui envoient quand même. Alors comment c'est possible qu'ils l'envoient quand même? Parce qu'il y a des douaniers qui ont l'esprit ouvert. Et donc ce douanier-là, lui, il a utilisé sa matière grise. Et il s'est dit, il a récupéré un petit peu de matière verte, cette fois-ci, de matière papier verte. Et en échange d'une grosse liasse de matière papier verte, il a déclaré que ce cargo était virtuel et que tout le contenu était immatériel. Il avait vraiment compris ce que c'était que la société de l'immatériel. Alors malheureusement, ça se passe vraiment comme ça avec les déchets électroniques qui arrivent en toute illégalité en Inde et en Chine. C'est comme, on le sait, les fonctionnaires sont très mal payés dans certains pays, en Indonésie, en Inde, en Chine, pour survivre. Ça fonctionne avec la corruption. Et bien entendu, les pays riches savent totalement utiliser la corruption pour faire arriver leurs déchets dans ces pays-là. Donc, l'idée, c'est plutôt qu'on passe de l'immatérialisé au matérialisé, non pas l'inverse. On nous dit souvent, on passe, avant on était dans un monde matériel, on arrive dans le monde virtuel. Moi j'ai envie de dire non, c'est l'inverse. On était dans un monde où tout n'était pas matérialisé, on arrive dans un monde où tout est matérialisé. Bienvenue dans la société de la matérialisation de la pensée. Je vous donne un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps, vous pouvez le trouver sur internet. Je pense qu'il y a parmi vous des utilisateurs de Facebook.
Oui. Alors, quand vous utilisez Facebook, par moment, vous voulez poster quelque chose, un message, etc. Et puis vous faites votre message, tout d'un coup vous dites « Ah non, c'est pas du tout ça que je voulais dire, c'est mal exprimé, non, ça va pas faire plaisir à telle ou telle personne. » Alors vous supprimez le message. Et puis vous en refaites un. Et puis au moment où vous allez poster « Non, non, c'est pas ça que je voulais dire, je me suis mal exprimé. » Et vous supprimez le message. Et puis peut-être le troisième ou le quatrième, ça va être le bon et vous allez le poster. Alors, le processus qui a conduit au dernier post que vous allez poster, est-ce que vous pensez que ça a disparu dans les airs, que c'est terminé? Non. Tout est conservé par Facebook. Tout. Tous les posts que vous n'avez pas postés sont conservés. Et pour preuve, il y a 2 chercheurs qui se sont amusés, je ne sais pas s'ils se sont amusés, mais en tout cas, ils ont fait des recherches, je ne sais plus si c'est 5 millions ou 10 millions d'utilisateurs de Facebook, et ils ont regardé tous les posts non postés, et ils ont essayé d'analyser pourquoi, comment, quel processus de pensée, etc. Donc vous voyez qu'on matérialise des choses qui n'étaient pas matérialisées autrement. Il y a eu la révolution de l'imprimerie, certes, où on a pu matérialiser tout un tas de pensées. Mais maintenant, il y a une nouvelle révolution, celle du numérique, où il y a 2 choses qui me paraissent importantes. La démocratisation. Tout le monde peut... Moi, j'ai une voisine, tous les soirs, elle me dit à 23h, ça va, à 23h, je vais me coucher. Et le lendemain, à 22h10, je vais me coucher. Le lendemain, voilà. Donc, ça s'est démocratisé, on peut dire ce qu'on veut à tout le monde. Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est ce processus de matérialisation échappe au contrôle des acteurs. Hein, on le voit dans ce cas de Facebook, je pense que les utilisateurs de Facebook ne savent pas que leurs posts non postés sont conservés. Ici, vous avez un arbre à palabres. L'arbre à palabres, dans la tradition africaine, les individus viennent s'y chamailler, et la chamaillerie, elle va rester éventuellement un petit peu dans les airs, dans les feuilles, et puis avec une bonne pluie, ça va lessiver tout ça, ça disparaît. Je veux dire, aujourd'hui, s'il y a une chamaillerie entre 2 ou 3 individus, peut-être cette chamaillerie va avoir lieu sur des réseaux sociaux numériques. Bon, la pluie, elle va avoir du mal à lessiver ça, hein, parce qu'il va falloir qu'elle aille trouver les centres de données, qu'elle rentre dans les hangars, elle n'y arrivera pas. Ça va rester. Hein. Donc de plus, si vous dites à l'arbre à palabres, dites-lui qu'on est passé du matériel au virtuel, il ne vous croira pas, l'arbre. Parce que lui, il a payé avec sa sève. Parce que tous ses cousins qui sont au Congo, ils ont été décimés pour qu'on puisse aller chercher sous le sol le lithium, le coltan, qui permettent justement de fabriquer des outils qui vont permettre de matérialiser. Donc, arrêtons avec ce langage, cette novlangue, et ce discours presque idéologique de l'immatériel, les nuages, la société de l'immatériel. Non, on est dans du dur. On est dans du dur, on est dans du matériel, on matérialise tout. Et pour ça, on utilise des ressources non renouvelables de la Terre. Alors, je vais vous montrer, pour illustrer ça, school, theater, Ja. insecten. Wat lief? Twee insecten op je rug. Kan dat? Ja. Vlinders. Souvenir. Leuk. Een moto. Oranje. Achterop. Zenith. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie. Ja. Ik weet liefdesleven. 3, 4 zo. De vierde, daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Is een beetje plus voor. Maison rouge, balcon. Plan. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5,
huis dat van eigenaar gaat veranderen? 750.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Juist. Ja, goed. Alors, j'ai dépassé mon temps de parole, je crois que je vais aller directement à la conclusion. Ça va vite. Je voulais parler après du fait que, en fait, assez rapidement, bon, l'éthique véhicule l'idée d'immatériel, mais c'est sans compter sur le processus de production où les ressources utilisées sont non renouvelables, l'utilisation avec une consommation d'électricité assez importante, donc je ne vais pas en parler, et la fin de vie avec la gestion des déchets, où globalement, donc c'est fait j'en ai parlé assez rapidement, mais la gestion des déchets, on ne recycle en gros au niveau planétaire que 10% des déchets électroniques, le reste est fait de façon totalement irresponsable. Donc je passe tout ça, je vais passer ça. Juste rapidement, on en parle en ce moment qu'un iPhone consomme autant d'électricité qu'un réfrigérateur. Ça fait un petit peu un buzz sur Internet. Si Internet était un pays, ça serait le 5e consommateur mondial d'électricité. Peu de gens en ont conscience, mais le premier poste de consommation électrique des Français, c'est désormais les TIC. Pareil, quand on a fait cette enquête au niveau de l'université, la plupart des individus qui sont pourtant en plus des écologistes nous disent tout le temps non, c'est le froid, mais non, c'est pas le froid, c'est les TIC. On s'attend d'ailleurs à ce que la consommation d'électricité relative à l'informatique triple d'ici à 30 ans à l'échelle de la planète. Et vous savez certainement qu'au niveau mondial, les TIC sont aussi polluants que le transport maritime, aérien ou ferroviaire. Ferroviaire ? Tiens, comme les étudiants qui sont rentrés, je ne peux pas m'empêcher de... Qui dit transport maritime ? Ouais. Aérien ? Ouais. Ferroviaire ? D'accord. Donc en effet, c'est aérien. C'est 2% de la production mondiale. Je vais passer, parce que sinon j'aurai plus le temps. Je vais passer... Est-ce qu'on va vers le cyberestomac, hein ? Nous mangeons nos ordinateurs et ils respirent nos ordinateurs parce que c'est pas nous qui les recyclons. Hein, pourquoi nous mangeons nos ordinateurs ? Parce que 90% des ordinateurs sont jetés dans des décharges sans pré-traitement. Donc l'eau de pluie décible les métaux lourds, hein, ça a été expliqué par Greenpeace, ça pénètre dans la nappe phréatique et finalement les produits maraîchers de proximité sont contaminés. Et puis le reste, avec l'eau de pluie, ça va contaminer, se déverser dans les champs. Donc je dis à mes étudiants, nous mangeons des ordinateurs et ils respirent nos ordinateurs, surtout dans les pays africains où ils brûlent tous les composants pour récupérer des outils. Bon, on va passer, on va passer. Tu parleras des déchets, donc je vais passer tout ça, parce que je vais laisser la parole aux autres quand même. Donc en résumé, l'éthique annonce-t-il la fin du papier ? Non. La fin des déplacements ? Non. La fin de la matière, certainement pas. Certainement pas. Donc la substitution n'est qu'une illusion. Attendez, je vais juste ouvrir la lumière.
Donc en résumé, il y a effet de complémentarité et non-substitution. Tous les nouveaux outils s'accumulent. D'ailleurs, Jean-Louis me disait il n'y a pas longtemps que un être humain aujourd'hui posséderait en gros 7 écrans. Donc c'est toujours plus d'écrans. Donc on est dans des effets rebonds et non dans des effets débonds. Parce que c'est lié au comportement du consommateur. Donc en guise de conclusion, pour parler du développement durable, est-ce que le développement durable ne serait pas un vrai faux changement ? Rapidement, je vais me référer au changement 1 et au changement 2 de l'école de Palo Alto. Le changement 1, ça serait un faux changement. C'est-à-dire on s'agite beaucoup, on fait des choses, mais on fait des choses à l'intérieur d'un système qui est en dysfonctionnement, donc on conserve la logique du système en dysfonctionnement. C'est une analogie avec la théorie des groupes qui dit que toute combinaison de 2 ou plusieurs éléments d'un groupe est un élément du groupe. Si vous prenez une montre et vous prenez les chiffres à l'intérieur d'une montre, 2 heures plus 3 heures égale 5 heures, 7 heures moins 1 heure égale 6 heures, je reste toujours à l'intérieur et ça ne change rien. Ensuite, ils parlent du changement 2. Alors, ils utilisent cette analogie, c'est surtout pour les changements au sein des organisations, mais vous allez voir que ça marche pour le développement durable. Et ils disent le changement 2, ben là c'est le vrai changement, et on sort du système qui est en dysfonctionnement. L'analogie, elle est faite avec la théorie des typologies, qui est un axiome, c'est ce qui contient tous les membres d'une classe ne peut être un élément de la classe. Un ensemble de baleines n'est pas une baleine. Donc là, il y a un saut logique à faire, sinon on est dans la confusion. Donc un exemple classique pour comprendre changement 1 et changement 2. Vite fait, donc on imagine un truc qu'a fait tout étudiant, enfin qu'a rêvé tout étudiant, vous rêvez, je m'adresse aux étudiants, et puis vous vous retrouvez en classe et vous êtes en pyjama. Ah la honte! Les autres ils vont me voir en pyjama, vous êtes dans votre rêve, c'est terrible, qu'est-ce que je vais faire? Alors quel type de changement 2 vous pouvez faire pour sortir de cette situation angoissante? Dites-moi les étudiants. Quel type de changement 2 vous pouvez faire un faux changement pour sortir de cette situation? Vous êtes en classe, vous êtes en pyjama, c'est la honte, qu'est-ce que vous faites? Hein? Se passer. Alors vous pouvez, vous sortez, vous rentrez chez vous, vous demandez des fringues, vous pouvez vous cacher sous la table, bon, tout un tas de choses comme ça. Tout ça c'est des changements 2, c'est des faux changements. Quel serait le vrai changement? Quel serait le vrai changement? Se réveiller, je n'avais pas entendu, voilà. Donc le vrai changement c'est ça, et donc c'est un vrai changement parce que là on sort de la logique, on se réveille, on sort du rêve. Donc l'analogie avec le développement durable, c'est que souvent, sous le chapeau développement durable, il me semble qu'on s'intéresse trop souvent à des questionnements de type changement 2, où on reste dans la logique du système en dysfonctionnement. Type de question, comment réduire l'énergie utilisée par les outils? Ah oui, mais on reste dans la logique du système. Comment on va utiliser les TI pour gérer plus efficacement les déchets, avec les codes barres pour faire... Donc c'est intéressant, oui, mais on peut se poser des questions un peu plus profondes que celle-là, parce qu'on garde la logique du système. Comment pousser la réutilisation des matériaux ou au recyclage? Ah oui, mais on ne s'interroge pas sur ce qui est en amont. Donc ça, c'est des questionnements de type changement 2. Et malheureusement, souvent, on se trompe de cible. Parce qu'on va s'intéresser à l'objet, on s'intéresse à la technologie et on ne s'intéresse pas au comportement du consommateur. Il n'y a pas de déterminisme technologique comme je le disais au début, il n'y a pas d'outil bon ou mauvais, un PC c'est pas bon ou mauvais, un iPad pareil, ça n'a aucun sens, une pelle n'est pas bonne ou mauvaise, avec une pelle vous pouvez creuser un trou pour planter un arbre, et comme je prends la pelle, je tape sur mon collègue, comme ça c'est moins sympa, c'est pas la pelle, c'est moi qui est déconné. Donc c'est toujours in fine le comportement du consommateur. Il n'y a pas de tic verte, il n'y a que des utilisations vertueuses. Donc ça, c'est pas la peine d'avoir un TIC vert si on l'utilise de façon non verte. Donc, et je conclurai là-dessus, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'en recherche, on s'intéresse à des questionnements de type changement 2 pour sortir de la logique du système en dysfonctionnement, c'est-à-dire passer du vert à la vertu? Alors, j'ai mis à chaque fois oser, parce qu'en tout cas, je ne sais pas, en sciences de gestion, c'est pas si évident que ça, de poser ces questions, parce que ça remet en cause les fondements même de nos sciences. Donc, comment favoriser un changement d'attitude des consommateurs? Comment éveiller les consciences? Faire réfléchir à la consommation, à son impact sur l'environnement? Oser réinterroger la notion de besoin. C'est pas si évident que ça dans nos sciences, parce que on a tous eu des cours de marketing, où on nous parle du besoin d'une autre façon dont je parle aujourd'hui.
oser aborder les notions de sobriété, de simplicité volontaire, sans se faire traiter d'hommes des cavernes, de gens qui sont contre le progrès. C'est souvent il y a ça, on vous renvoie des choses. Oser interroger l'obsolescence programmée. Est-ce qu'il faut prendre au mot le qualificatif durable? Oui, si le développement est durable, il faudrait peut-être qu'on fasse des outils durables, parce qu'ils le sont de moins en moins. Oser interroger les idéologies, donc c'est la dernière question, hein. Oser interroger les idéologies économiques actuelles, encourageant la consommation irresponsable sous couvert de respectabilité. Je fais encore des trucs, je vais laisser là. En fin de compte, le développement durable, en voulant préserver le développement, puisque c'est bien ça qu'il y a derrière, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais derrière, développement durable, c'est bien le questionnement du développement. Ne serait-il pas contre la durabilité? Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? On fait circuler le micro. C'est difficile. Non, mais j'ai pas de question. Pas de débat. Je suis pas d'accord avec vous. Sur quoi? Surtout? Non, notamment quand vous pointez l'obsolescence programmée. Je pense que c'est pas une question uniquement entre parenthèses, mais non, pas prioritairement des comportements du consommateur. Dans l'obsolescence programmée, il y a l'obsolescence technologique auquel les ingénieurs participent. Je pense à eux parce qu'on est dans une école d'ingénieurs. Donc on peut penser à, vous connaissez le cartel de l'ampoule. Hein, il y a eu un cartel qui a été mis en place pour réduire la durée de vie des ampoules. Donc aujourd'hui, effectivement, nos ampoules, il y a 100 ans, les ampoules, il y a la fameuse ampoule qui a plus de 100 ans, qui continue à briller aux États-Unis. Mais dans l'obsolescence programmée, donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect que nous on étudie en sciences de gestion, tous ceux qui ont fait des études en gestion, l'obsolescence programmée est liée aux effets de mode, au marketing, et donc on met ça aussi sous le chapeau de l'obsolescence programmée. Et là, très clairement, on a le droit de résister, on n'est pas obligé de suivre la mode. Donc là, il y a aussi, l'individu est acteur, il a le droit de... Bien, il y a un système, mais dans le système, il y a des individus, il y a des éléments du système, et si les éléments du système réagissent... Oui. Le débat peut être épistémologique dans ces cas-là, parce que là, c'est une posture constructiviste, et donc vous nous écartez totalement les effets Non, moi je... Oui, tu vas en parler? Ouais. C'est une question de débat. Oui, mais c'est une question... de C'est très intéressant, mais c'est vrai qu'en plus, c'est tout à fait vrai que je constructiviste, c'est tout à fait vrai qu'en fait, je pense que l'individu, il est... de là où il est, avec la posture qu'il a, effectivement, je pense qu'il peut changer le monde. Mais évidemment qu'il y a aussi des forces qui viennent de la... Bien sûr qu'il y a des forces. Et bien, c'est pour ça qu'il faut, je pense, au niveau sociétal, créer des règles. Je le vois. Et avec le développement durable, on voit d'ailleurs à quel point... j'ai l'impression de le voir un peu partout. Quand il y a des règles étatiques, quand il y a des règles top-down qui viennent de là-haut, effectivement, les acteurs se mobilisent et c'est très important. D'ailleurs, c'est ce que dit Mathieu Ricard dans son plaidoyer pour l'altruisme. Il conclut son livre en disant que sans une régulation top-down, la seule volonté des individus qui sont altruistes ne suffira pas. Donc c'est aussi, ça va dans le sens de ce que vous dites. Mais c'est les deux forces. Mais c'est une très bonne question. Tu veux... D'accord, ok. Oui, moi je suis très perplexe sur la question du papier et sur la question des besoins de papier, notamment dans les pays, sur les civilisations de l'idée et sur les civilisations de la parole que sont la Chine et l'Asie de l'Est en particulier, et l'Afrique, où l'éthique arrive aujourd'hui sans qu'on ait un usage répandu ou aussi répandu du papier que dans nos sociétés. J'ai eu des expériences dans ma vie, une expérience industrielle en Asie en particulier, dans laquelle on s'est, dès les années 80, complètement passé du papier dans nos usines en Chine. Et on a construit, et toute la construction de la Chine s'est faite virtuellement, sans papier. Ce qui est le cas également du développement économique de certains pays africains, particulièrement les pays anglophones, dans lesquels il n'y a pas de papier.
On n'en fait pas aujourd'hui, on n'en génère pas. C'est-à-dire que la ESA se génère dans des proportions qui sont très inférieures à la croissance de la circulation des idées, pas du PIB forcément, hein, parce qu'il est mesuré sur des termes qui sont contestables, mais sur la circulation de la parole, sur la circulation des idées et sur la communication entre les individus et les groupes d'individus et les organisations, la croissance de la consommation de papier est quasiment nulle en proportion des flux d'informations échangés. Donc on est nous, dans une culture, on est sur 500 ans ou 600 ans d'imprimerie. On a ça en homme, on a ce stock-là devant lequel on est assez sidéré, et donc on a tendance à reproduire sans rupture les mêmes schémas, mais sur ces régions du monde, ce qui représente aujourd'hui un tiers de la population mondiale, on n'a pas ce capital-là ou ce handicap-là. Donc je suis assez perplexe sur votre façon de mettre de côté, dans notamment le graphe que vous présentez, où vous présentez les pays traditionnellement consommateurs de papier, et notamment ceux dans lesquels, les États-Unis en particulier, dans lesquels la conquête des libertés individuelles s'est faite par la diffusion du papier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les pays émergents. Voilà. Je suis très perplexe là-dessus. Merci pour votre témoignage, hein. Vous semblez bien connaître le cas de la Chine que je connais peu. Moi j'ai juste cité donc, des études prospectives. Vous nous disiez que les pays émergents, dont la Chine, allaient tirer la consommation de papier vers le haut. Après, peut-être que la Chine est moins... Peut-être que... Ils vont tirer, mais pas dans les mêmes proportions. Il y aura toujours des besoins, et notamment des besoins d'échange avec nous. Dans leurs besoins d'échange avec nous et dans une sorte de perméabilité entre les cultures et entre les univers. Mais c'est nous qui leur donnons ce besoin de stocker du papier. Merci pour votre témoignage. Oui, comme ça. Oui, non, juste, j'ai oublié son nom, mais un très grand résistant disait « connaître, c'est résister ». Donc ça va dans le sens de ce que tu disais, mais oui, en effet, déjà aller vers la connaissance. Et vous avez le droit de rentrer en résistance aussi, à travers votre consommation. Et puis bon, ça rejoint la conversation qu'on avait tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment deux entrées. Je crois beaucoup, effectivement, au jeu de l'acteur, au choix qu'il a. Et que le message doit être le messager, et par son activité personnelle, la façon dont on agit, dont on est, ça fait des effets de miroir qui peuvent rejaillir sur la société. Et puis l'entrée aussi sociétale, où il faut agir au niveau de nos décideurs, au niveau des députés. Et les deux entrées sont aussi valables l'une que l'autre, selon moi.